Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour à Bonjour tous. Méloé. Bonjour Charlie. On va commencer par peut-être chacun se présenter. Alors moi je suis là en tant qu'animateur, donc je m'appelle Bruno, si vous m'avez déjà vu peut-être dans les événements qu'on organise avec Bigard. Et on accueille aujourd'hui Méloé. Je te laisse te présenter Méloé si tu veux nous expliquer un peu ce que tu fais. Bonjour à tous. Donc moi c'est Méloé. Je travaille chez Indie en tant que responsable marketing. Et aujourd'hui, je suis ravie, je vais pouvoir vous parler comptabilité et plus précisément charges déductibles. Yes. Alors on va essayer de rendre ça sexy parce que des fois voilà c'est pas forcément sexy pour tout le monde. Moi ça me plaît mais pas pour voilà. Charlie aussi ça te plaît peut-être et je te laisse te présenter en Ouais, même temps. oui, oui. Bah alors, donc moi, Charlie, je suis le fondateur de Bigger. Donc, je vous présenterai après ce qu'est Bigger. Alors, effectivement, moi, je suis un ancien freelance, hein. J'ai été freelance pendant plusieurs années et j'ai fait ma compta un peu tout seul par curiosité. Donc, effectivement, moi, j'aime bien les chiffres et je trouve ça assez sympa aussi de découvrir cette partie-là du métier. Voilà. Mais je pense qu'effectivement, si c'est à refaire, vaut mieux être, on vous le dira, mais vaut mieux être bien accompagné, bien conseillé sur ce genre de questions parce que sinon, on peut commettre facilement des erreurs. Donc voilà. Mais effectivement, moi j'ai le goût de la compta. C'est pas pour tout le Bah, monde. c'est cool. Bah moi aussi et pour vous dire l'idée c'est aussi de vous présenter un contenu au travers de ce sommaire-là qui va vous permettre vraiment d'optimiser aussi votre résultat et votre rémunération parce que finalement c'est ça la conséquence. Du coup, dans ce sommaire, on va commencer par vous présenter qu'est-ce que c'est qu'une charge déductible, parce qu'effectivement, il y a des critères qui vous permettent de passer certaines choses en charge ou pas. Et ensuite, on va dérouler les différents types de charges avec Meloé qui va nous donner un peu un listing de tout ce que vous pouvez déduire ou pas de votre activité. On parlera bien évidemment des charges non déductibles, parce que parfois, on se trompe un peu sur ce qu'on peut déduire ou pas. On finira par quelques astuces et par vous laisser la parole. En général, n'hésitez pas à nous poser des questions au fil de l'eau, on peut vraiment rebondir. Et l'échange va beaucoup s'articuler autour de Mélo et de Charlie, j'interviendrai aussi parfois. Et l'idée, en tout cas, c'est que Charlie et moi, on intervient plus pour vous faire un retour d'expérience en tant que freelance, parce que moi, je le suis également. Et Méloé, un peu la partie, enfin, même plus qu'un peu, c'est la partie indie. En vous rappelant également que tout ça sont des conseils qui fonctionnent, etc. Mais on n'est pas expert comptable, donc on n'a pas l'habilitation, en tout cas, à vous donner un conseil d'expert comptable. Mais tous ces éléments-là vous permettent vraiment d'optimiser votre activité. Pour redonner la parole à Charlie et Méloé, Charlie, peut-être si tu veux, ou Méloé, nous présenter, que vous nous présentiez un petit peu rapidement Bigger Indie, que les gens puissent situer, pour ceux qui ne nous connaissent pas bien. Ok. Bon, bah, je démarre comme Bigger est à gauche. C'est pas très galant, mais pour cette fois, tu m'en voudras pas, Méloé. Donc, effectivement, moi, je suis le fondateur de Bigger. Bigger, c'est un service de mise en relation entre des consultants indépendants et des entreprises. Euh, Consultants indépendants de divers métiers. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de métiers représentés aujourd'hui dans les personnes qui sont connectées. Nous, on est vraiment sur les métiers de transformation digitale, de gestion de projet, de conseil aux entreprises. Donc, c'est vraiment sur ces métiers-là qu'on est en capacité de vous proposer des missions. Et notre particularité, c'est qu'on s'intéresse vraiment aux projets professionnels voilà, des consultants et des consultantes avec lesquels on travaille. Donc, on a un angle assez qualitatif dans ce qu'on essaie de faire. On essaie vraiment de travailler projet professionnel avec vous. Voilà un petit peu ce que fait Bigger en très résumé. Merci Charlie. Et donc pour enchaîner, nous Indie, on est une solution qui va vraiment venir simplifier votre quotidien en tant que freelance. Donc, on a créé une application qui va venir automatiser l'ensemble de vos démarches pour vous faire gagner du temps et de l'argent sur votre comptabilité. Et ce qui est chouette, c'est que nous, on va vraiment vous accompagner dans toutes les étapes de la vie de votre entreprise. Donc, on va aller vraiment de la création de la structure jusqu'aux déclarations fiscales. Donc, on vous accompagne vraiment de A à Z et tout ça avec une super équipe de spécialistes qui sont là et qui vous répondent en quelques minutes toute la semaine si besoin. Et vous êtes basé, le siège, enfin, vous êtes basé partout en France, mais c'est une solution française, Indie, c'est ça, donc le siège est à Lyon, si je me C'est trompe pas. ça. On est un peu plus de 185 employés et la majorité sont à Lyon. Le siège est à Lyon et depuis cette année, maintenant, on a des bureaux, on est 10 rescapés à Paris. Trop bien. Mm. Je précise parce que c'est pas tout le temps le cas et que souvent, soit c'est tout à Paris ou soit un peu éparpillé. Et là, moi, je suis content qu'il y ait une entreprise à Lyon, pas loin de chez moi.
qui est top. On va lancer ce premier sondage. Il faut savoir que c'est Paola qui est un peu en back-office, nous envoie ces sondages-là et nous aide pour la réalisation des webinars. L'idée, c'est vraiment de vous puissiez nous donner un peu votre retour sur est-ce que vous connaissez en fait les différentes charges déductibles? Est-ce que vous pilotez déjà ce genre de choses? Est-ce que vous passez déjà beaucoup de charges dans votre activité? Et je vous laisse répondre aux questions et ensuite Charlie va commenter ce premier résultat. Oui, et moi, j'ai le droit d'y répondre aussi. Pour l'instant, on a 75% des personnes connectées qui nous disent qu'elles ont quelques connaissances, mais qu'elles souhaitent en savoir plus. Donc, ça tombe bien, vous êtes au bon endroit, a priori. J'attends de voir s'il y a d'autres personnes qui votent. On est passé à 80%. Voilà, et puis donc les 10 autres les 20 autres pourcents, pardon, sont répartis entre les deux autres options. Donc voilà. Donc effectivement, nous, on voulait lancer ce webinaire en partenariat avec Indy parce qu'on sait que c'est une question quand même assez récurrente de la part des consultants et des consultantes indépendants avec lesquels on travaille. Et on a déjà fait des webinaires précédents sur la fixation du tarif journalier, par exemple, qui est une des facettes auxquelles on pense évidemment tout de suite pour optimiser son revenu. Mais l'autre facette, c'est aussi justement de voir comment bien gérer ces charges. Il y a certaines charges qui sont pilotables, d'autres pas, certaines qui sont déductibles et d'autres pas. Et donc, on s'est dit que ça avait vraiment un sens aujourd'hui qu'on puisse en parler parce que c'est un ressort important auquel on ne pense pas forcément toujours quand on se lance. Et du coup, je vais peut-être laisser la parole à Méloé qui va nous en dire du coup beaucoup plus sur qu'est-ce qu'une charge déductible. C'est ça. Donc, attaquons le vif du sujet. Déjà, il faut savoir que il n'y a pas tout le monde qui a le droit de déduire des charges. Et donc, je vais vous présenter les deux situations. Donc, ceux qui sont en micro-entreprise, ils ne pourront pas déduire de charges. Pourquoi? Parce que c'est un régime qui est là pour simplifier la partie administrative de l'indépendant. Et donc, quand vous êtes micro-entrepreneur, je pense ceux pour qui c'est le cas, vous avez noté qu'il faut simplement suivre et noter ces recettes tout au long de l'année. Vous avez moins de déclarations fiscales. Et pourquoi? C'est parce que l'administration fiscale va vous appliquer un abattement forfaitaire de charges de 34% qui est automatique et qui est pareil pour tous les auto-entrepreneurs. Et donc, votre bénéfice imposable, il sera égal à 66% de la totalité du chiffre d'affaires que vous avez fait sur l'année. Et donc, pourquoi vous ne pouvez pas déduire de charges? Tout simplement parce que en choisissant d'être micro-entrepreneur, on considère que l'ensemble de vos charges sont regroupées dans ce forfait de 34% qui est automatique. Et donc, voilà, vous n'aurez pas la possibilité justement de déduire vos charges. Mais pour ceux qui ont opté pour l'entreprise individuelle au réel ou la SASU, le URL, enfin la société, là, vous avez la possibilité justement de venir déduire vos charges parce que votre comptabilité, c'est tout simplement ce qui s'est passé exactement tout au long de l'année. Donc, on va vous demander de suivre toutes vos recettes et toutes vos dépenses, donc qui sont l'équivalent des charges. Vous allez voir davantage de déclarations. Et votre bénéfice imposable, tout simplement, ça sera ce que vous avez gagné, donc l'ensemble de vos recettes, moins l'ensemble de vos dépenses déductibles. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on aborde ce thème, parce que c'est important de savoir, en tant qu'indépendant, ce qu'on peut déduire et comment on peut venir justement diminuer aussi ces bénéfices imposables. Et du coup, peut-être deux précisions, parce que on a dans notre communauté pas mal de personnes qui sont aussi en portage salarial. Donc, dans ce cas-là, effectivement, c'est un régime salarié. Vous êtes considéré comme salarié et donc les charges déductibles sont encadrées notamment par l'URSSAF. Donc là, c'est des grilles qui vont être un petit peu différentes de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et puis l'autre chose, peut-être pour compléter aussi sur la partie société, il y a deux façons de comptabiliser ces charges en société. Soit on est en régime trésorerie, enfin comptabilité de trésorerie. Donc en fait, on prend son relevé bancaire, tout ce qui sort du compte est considéré comme une charge et tout ce qui rentre est considéré comme un produit, pour faire simple. Ou alors, on peut opter, si on le souhaite, pour une comptabilité d'engagement. Et donc là, c'est plus complexe parce qu'effectivement, il faut pouvoir en fait regrouper toutes les charges d'une année, enfin en tout cas de la période sur laquelle vous avez votre exercice de société, ce qui vous permet aussi d'avoir des provisions
Et ça peut être assez intéressant à certains moments quand il y a des décalages, notamment de cotisations sociales qui sont importants. Vous pouvez les provisionner sur l'année où vous percevez votre revenu. Donc, je prends un exemple. Si en 2022, vous touchez 20 000 euros de revenus, vous pouvez provisionner les cotisations sociales. C'est particulièrement vrai pour les travailleurs non salariés, puisque pour les autres, normalement, les cotisations suivent assez bien. Mais pour les travailleurs non salariés, oui, donc ceux qui sont en EURL, souvent, il y a des décalages importants de cotisations. Et donc, ça peut être intéressant d'être en comptabilité d'engagement pour pouvoir provisionner ces cotisations et éviter que l'année suivante, les cotisations arrivent et viennent réduire votre bénéfice imposable l'année suivante. Voilà, donc ça, c'était des petits compléments par rapport à ce que expliquait Méloé. Parfait. Et donc, pour savoir si une charge est considérée comme déductible, il y a 6 conditions à respecter, parce qu'en effet, vous avez plein de dépenses différentes, mais vous ne pouvez pas toutes les intégrer dans votre comptabilité. Donc, ces 6 conditions, c'est tout d'abord que la dépense, elle doit être dans l'intérêt de votre entreprise et de son développement. Vous ne pouvez pas entrer des dépenses qui n'ont rien à voir avec votre activité. Il ne faut pas que ça soit excessif ou faux ou fictif, donc on ne peut pas vous inventer des dépenses. Il ne faut pas que ça soit en contrepartie d'une immobilisation. Aussi, il ne faut pas être exclu la déduction par une disposition spéciale de la loi. Il faut ensuite qu'elle soit comptabilisée pendant l'année, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas intégrer des opérations, des dépenses réalisées il y a 3-4 ans, ça ne fonctionne pas. Et l'année, donc ça va du 1er janvier au 31 décembre généralement. Après, quand vous êtes en société, vous pouvez décider d'avoir un exercice fiscal en décalé. Et voilà, bien respecter les deadlines que vous êtes donnés. Et aussi, très important, toujours avoir une pièce justificative pour pouvoir donc justement bien expliquer en quoi consiste la dépense. Et là, peut-être aussi 2 précisions. Quand on dit ne pas être excessif, ça veut dire que ça exclut de fait toutes les dépenses dites somptuaires, c'est-à-dire des dépenses de luxe. Par exemple, si vous êtes dans un hôtel très, très luxueux pour un déplacement professionnel, ça peut être qualifié parce que certes, ça peut être dans l'intérêt de l'entreprise, mais est-ce qu'il y avait besoin de prendre un hôtel ou une suite ou ce genre de choses? Donc évidemment, il faut aussi être prudent là-dessus. Et autre petit complément peut-être sur ce qui doit être exclu les charges qui sont non déductibles. On va y revenir plus tard, mais par exemple, on peut déjà donner un premier exemple qui est les amendes. Les amendes ne sont pas déductibles, donc vous payez des impôts sur les amendes que vous avez, puisque par définition, c'est vous qui êtes en infraction. Et donc, c'est double peine parce que vous devez payer l'amende et vous payerez des impôts, que ce soit l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu sur ces amendes également. C'est ça. Sachez que ces différentes conditions et les slides vous seront donnés aussi, vous les recevrez après par mail. Donc, il y a 6 critères que vous pourriez accrocher au-dessus de votre bureau pour vérifier quand vous passez une charge. Vous les aurez parce que c'est des critères importants. Comme le dit Charlie, il y a des choses que finalement on ne peut pas passer. C'est bien de pouvoir se poser cette question-là quand vous avez des montants importants, notamment que vous voulez passer. Et je vois qu'il y a déjà des questions sur les immobilisations. Pour information, on va y revenir un petit peu plus tard dans la présentation. Donc, je vous propose qu'on y réponde à ce moment-là. Comme ça, ce sera très complet. Exactement. Du coup, peut-être, Méloé, tu peux nous donner quelques exemples de charges déductibles. On va essayer de retracer ici un peu tout ce qui est les éléments courants. Avec plaisir. Donc là, on vous a mis des exemples de charges déductibles. Bien sûr, il y en a d'autres. Mais au moins, vous avez déjà les principales, celles qui reviennent assez régulièrement. Donc, en charges déductibles, il y a votre loyer, vos charges locatives, bien sûr, que vous pouvez intégrer. L'assurance qui est liée à la profession. Tout votre matériel de bureau, vos fournitures de bureau, le papier, les envois postaux, tout ça sont bien sûr des charges déductibles. Après, il y a vos frais de téléphone et Internet. Donc après, c'est des charges qui parfois peuvent être mixtes en fonction de si jamais vous avez un usage professionnel et personnel, parce qu'on n'a pas forcément une ligne pro à chaque fois sur son téléphone. Et bien, pas de problème, vous pouvez intégrer le pourcentage professionnel dans votre comptabilité. Vous avez aussi des cotisations professionnelles, des cotisations sociales, on viendra un peu plus en détail tout à l'heure, et vos frais de formation professionnelle peuvent bien sûr être intégrés à votre haute comptabilité. Et après, encore d'autres exemples, donc les achats de produits qui sont ensuite destinés à la vente, l'achat de matériel
comme on a pu le voir aussi tout à l'heure, les frais d'acte des contentieux, les frais de déplacement et ou de véhicule. Donc pareil, on reviendra plus en détail dessus tout à l'heure parce qu'il y a différentes manières de comptabiliser ces frais de véhicule. Et ensuite, il y a les frais de repas hors domicile et d'affaires. Et on notera que les frais de déplacement et les frais de repas hors domicile, dessus, il y a une TVA qui est non déductible. C'est ça. Je ne sais pas, Charlie, si tu voulais rebondir peut-être sur certaines de ces charges-là ou des cas que tu as pu avoir ou vécu. Non, bah en fait, c'est toujours le même sujet, c'est qu'il faut que ce soit effectivement proportionné à ce qui est recherché, à l'effet recherché. Hein. C'est ça qui sera, en cas de contrôle fiscal, évidemment, vérifié. Après, il y a parfois des charges où on se pose un petit peu la question qui sont... Le problème de la comptabilité, c'est que c'est très rigide et normalement, on est censé avoir des règles pour tout, mais il y a des choses qui sont un peu plus du domaine du subjectif. Donc, je crois que Bruno, toi, tu avais notamment eu une discussion sur ton abonnement en salle de sport. On peut considérer que ça fait partie du bien-être et donc aussi de l'aventure entrepreneuriale. Donc voilà, il peut y avoir aussi des formations, des coachings en développement personnel, en leadership. Bon, ça, c'est des charges où parfois, effectivement, il peut y avoir aussi un petit peu débat, ou en tout cas, on peut se poser la question, tiens, est-ce que c'est déductible, est-ce que ça l'est pas? Alors, le mieux, c'est de se référer aux textes quand ils existent, mais les textes ne sont pas forcément toujours exhaustifs sur tous les types de dépenses. Donc ça, c'est aussi à vous de vous renseigner, parce qu'en cas de contrôle, bah, évidemment, nul n'est censé ignorer la loi. Et donc, si vous vous trompez et que votre appréciation est mauvaise, vous risquez un redressement. Je donne un exemple que typiquement qu'on a souvent cette question-là avec des consultants. Et je dis des consultants masculins parce que c'est souvent des consultants hommes qui nous posent la question. Tout ce qui est frais de pressing, typiquement, ce ne sont pas des choses qui sont déductibles, sauf si il s'agit d'un habit professionnel, mais par habit professionnel, on va entendre, par exemple, une infirmière libérale qui aurait besoin d'une blouse, là, oui, c'est déductible. Mais par contre, un consultant qui aurait besoin d'être en costume pour aller chez son client, bah là, c'est non déductible. Donc, il y a des petites subtilités comme ça qui demandent à faire quelques recherches. Et c'est aussi là où d'avoir un partenaire tel que Indy ou un expert comptable, c'est très utile parce que si vous allez regarder dans ce qu'on appelle le BOFIP, donc vraiment le livre des impôts qui fait référence, c'est assez casse-tête de bien comprendre et de trouver le bon passage. Donc voilà, il y a des petites questions qui peuvent se poser effectivement comme ça sur certains types de dépenses. C'est ça, je rebondis très rapidement sur aussi les cadeaux à la clientèle, qui sont des choses qu'on n'aborde pas forcément, mais qui peuvent être intéressants. Et moi, à titre personnel, en tant qu'indépendant, ce que je prends aussi, c'est le côté proportionnel de la charge en général. C'est-à-dire, comme tu le dis, Charlie, je ne vais pas déduire mon costume, mais je ne vais pas non plus déduire ma Rolex si je considère que je dois être bien habillé et avoir une belle montre pour aller chez mon client. Évidemment. Et voilà. Et par exemple, sur l'idée des cadeaux, il faut que ça soit proportionné avec ce que ça vous permettrait, par exemple, d'obtenir si vous signez un gros contrat. Il ne faut pas que le contrat corresponde en valeur au montant du cadeau que vous faites à votre client, par exemple. Voilà, c'est des questions un peu simples, mais importantes. Sur les cadeaux, il y a des barèmes qui existent. Enfin, il y a un barème. En 2022, je ne sais pas le barème 2023, peut-être que Méloé, tu l'as, mais en 2022, c'était 73 € TTC et non pas hors taxe pour les cadeaux clients. Donc, par personne, c'est normalement la valeur maximale du cadeau que vous pouvez passer après. Bon, voilà, sur les restaurants ou sur d'autres types de cadeaux, ça peut considérer comme étant déductible, effectivement, en fonction de l'effet recherché. Là aussi, si vous signez un contrat de 200 000 € avec un client, on peut comprendre que voilà, il y a un cadeau client. Même si, de toute façon, il y a aussi des politiques maintenant dans les entreprises qui empêchent d'accepter des cadeaux de trop forte valeur. Donc, la question de la valeur du cadeau, elle est aussi importante à avoir en tête. Exactement. Là, on va passer maintenant sur les charges déductibles un peu plus particulières pour vous expliquer un peu les mécanismes. On va commencer par les frais de repas. Méloé, si tu peux nous donner un peu plus de détails. Exactement. Donc, il y a différents frais lorsque on va manger en tant qu'indépendant. Donc, il y aura les frais de repas hors domicile et les repas d'affaires. Il faut savoir que les frais de repas hors domicile, ça va concerner uniquement les personnes qui sont en entreprise individuelle au réel. En société, on ne fait pas forcément la distinction. Donc, les frais de repas hors domicile en entreprise individuelle, c'est lorsque, par exemple, vous n'êtes pas chez vous, vous allez prendre un menu à la boulangerie pour manger entre midi et 2 sur le pouce. Il faut savoir que c'est une dépense qui n'est pas 100% déductible. Il y a des plafonds à respecter. Pourquoi? Parce que l'administration fiscale, ils vont considérer qu'il y a une certaine somme, un minimum de coûts qui représente en fait l'investissement que vous aurez eu si vous aviez mangé chez vous. Donc, pour expliquer, imaginons que vous allez à la boulangerie pour vous payer 20 €.
il y a un minimum qui sera à votre charge, qui est de 5,20 € dans tous les cas, parce que ça correspond au prix moyen lorsqu'on se fait à manger chez soi. Et après, vous pourrez déduire le reste de la somme jusqu'à 20,20 €. Au-delà de 20,20 €, c'est considéré comme une dépense, c'est-à-dire excessive pour le midi pour manger sur le pouce, et donc ça sera à votre charge. Donc par exemple, si on prend l'exemple du dessous, sur le frais de repas hors domicile, vous allez avoir 4,95 €. Alors ça, c'était les seuils de 2022, mais 4,95 € à votre charge. Et après, le reste qui ira dans votre comptabilité. Donc, il faut bien penser qu'on est en entreprise individuelle et qu'on mange entre midi et 2 sur le pouce, à bien ventiler l'ensemble de ces dépenses. Par contre, un repas hors domicile est différent du repas d'affaires. Le repas d'affaires, c'est lorsque vous allez réaliser un repas dans le cadre de votre activité professionnelle. Donc, par exemple, si jamais vous invitez des collègues, si jamais vous invitez un client au restaurant, ça, c'est pas un repas sur le pouce, c'est un repas vraiment à fin business. Et donc, dans ce cas-là, c'est un repas qui est 100% déductible. Vous n'aurez pas besoin de ventiler. Pour vous et pour ceux que vous invitez d'ailleurs, si vous les invitez, bien sûr. Et un complément de ça, quand vous demandez une note, vous avez des restaurants qui vous proposent parfois de faire des notes avec ou sans détail, ou encore de préciser le nombre de repas. Sachez que ce qui est important, c'est toujours de pouvoir justifier. C'est-à-dire que par défaut, vous allez pouvoir comptabiliser le ticket et personne ne vous dira rien. Mais surtout, en cas de contrôle, vous devez pouvoir justifier que vous avez bien mangé avec tant de personnes. Et ça peut être, par exemple, le fait que sur votre agenda, c'était marqué vous mangez avec un tel et un tel. Une chose importante, parce qu'il y a eu des évolutions sur les logiciels de caisse là, il y a quelques années, c'est que le premier ticket qu'on vous sort, généralement, c'est marqué document provisoire. Et ce document-là ne suffit pas à constater la déductibilité, notamment la déductibilité de la TVA, puisqu'en fait, l'objectif de ces nouveaux systèmes de caisse, c'est de ne pouvoir avoir qu'un seul ticket de déduction de TVA. Après, c'est écrit duplicata. Et dès que c'est écrit duplicata, vous n'avez plus le droit de déduire la TVA, de façon à ce qu'une même TVA ne puisse pas être déduite plusieurs fois. Donc, c'est très important lorsque vous partez de bien partir, non pas avec le premier ticket qu'on vous a sorti où c'est marqué document provisoire net à payer, mais avec la note soldée, c'est-à-dire avec le paiement qui est visible, un net à payer à 0, ou en tout cas où c'est bien marqué, c'est pas marqué document provisoire, c'est document définitif. Donc ça, je vous le dis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se font avoir par méconnaissance. Et donc, en cas de contrôle, ces tickets-là ne passeront pas si vous êtes sur soit du proforma, soit du provisoire. Ça ne fonctionne pas. Donc, il vous faut demander une deuxième note une fois que vous avez réglé votre part. Exactement. Et c'est pour ça qu'on demande tout le temps souvent une note, en fait. Et qu'on vous propose d'avoir une note, c'est pour que le document soit vraiment cadré par rapport à la loi. Ensuite, on a les frais de véhicule qui sont parfois un peu complexes à gérer. Méloé, tu peux nous donner un peu des infos sur comment est-ce que ça se gère avec Indy? C'est ça, quand on est consultant ou freelance, il y a 2 manières de comptabiliser ces frais de véhicule. Donc il y a 2 choix qui s'offrent à vous. Il y aura soit le barème kilométrique forfaitaire ou sinon les frais réels. Donc le barème kilométrique forfaitaire, ça va être un calcul qui sera réalisé par rapport au nombre de kilomètres parcourus dans le cadre de votre activité professionnelle. Tout simplement, il faudra déclarer le nombre de kilomètres que vous avez réalisés. Et là-dessus, on appliquera un barème qui englobera toutes les dépenses qui sont liées à votre véhicule, donc l'assurance, l'essence, il y aura une partie de l'amortissement du véhicule. Et donc, on vous rémunère, enfin, on comptabilisera une dépense moyenne par kilomètre selon, par exemple, la puissance de votre véhicule. Et donc, ces indemnités, elles sont censées englober toutes les dépenses qui peuvent être rattachées à votre véhicule. Et donc, vous ne pourrez pas déduire vos frais d'essence, vos frais de réparation ou d'assurance que vous avez où vous êtes directement débité. Ça, il faudra les exclure parce que normalement, ils sont englobés dans le barème que l'administration fiscale nous donne chaque année. Donc, par exemple, on va vous indemniser de X centimes d'euros par kilomètre parcouru. Et donc, bien sûr, on ne peut pas rajouter en plus les dépenses qu'on a au quotidien, sinon ça fait double charge et ça ne fonctionne pas. C'est vraiment intégré normalement dans ce barème-là. Après, il y a les frais réels. Donc, les frais réels,
c'est tout simplement, on va venir déduire les dépenses quotidiennes qui vont concerner votre véhicule. Et donc, en fait, on va venir intégrer par exemple, 70 € qu'on a eu à la pompe à essence, l'assurance, donc vraiment tous les frais, on va intégralement les comptabiliser parce que là, il n'y a pas de barème au kilomètre. Donc, c'est toutes les dépenses que vous avez au quotidien qu'il faudra lister une par une dans votre comptabilité. Donc, on viendra déduire réellement ce que vous a coûté votre voiture, d'où le nom frais réels. Et donc, pour résumer, barème kilométrique, on déclare un nombre de kilomètres et on applique un barème qui va venir vous indemniser par rapport au barème donné par l'administration fiscale. Et les frais réels, on va simplement venir déduire les vraies dépenses que vous avez eues par rapport à votre véhicule. À savoir que généralement, le barème kilométrique est plus intéressant, sauf si vous avez d'énormes réparations à faire sur l'année. Mais voilà, au quotidien, c'est vrai que le barème kilométrique est assez intéressant. Et comme c'est d'ailleurs écrit, on va revenir encore une fois sur les immobilisations un petit peu plus tard, mais ça peut être aussi intéressant, pourquoi pas, d'acheter, de faire l'acquisition de votre véhicule, que ce soit un scooter ou une voiture, via la société, si c'est une société ou l'entreprise individuelle, en sachant que par contre, il y a aussi des taxes qui s'appliquent dans ce cas-là, la TVS, la fameuse TVS. Donc, il y a un calcul à faire pour savoir ce qui est plus intéressant aussi entre acquisition personnelle, remboursement de frais, acquisition via de la société et puis prise en charge au réel. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut regarder de façon un petit peu fine pour savoir effectivement ce qui est plus intéressant. Mais en tout cas, le plus simple, comme tu le disais, Méloé, c'est d'avoir le barème forfaitaire parce que comme ça, vous comptez le nombre de kilomètres que vous faites et vous vous remboursez sur la base du barème fiscal. C'est très simple. C'est ça. Et vous pouvez également, pardon Méloé, vous pouvez aussi vous racheter votre propre voiture. Si vous avez déjà votre voiture personnelle, vous pouvez la faire racheter par votre société. Et ça peut être aussi intéressant puisque ça passe en compte courant d'associé directement et que du coup, vous rajoutez de la valeur à votre patrimoine, mais vous récupérez l'argent de votre voiture quand même. C'est ça. Après, faire attention, quand on est en entreprise individuelle, après, il y a une taxe aussi sur la revente du véhicule par la suite. Et donc ça, il faut le prendre en compte si jamais vous souhaitez bientôt vendre le véhicule. Ça fait généralement beaucoup de taxes. Et donc, c'est vrai, parfois, ça vaut le coup d'être plutôt au barème kilométrique avec son véhicule dans le patrimoine personnel, plutôt. D'ailleurs, souvent, quand on fait des comparaisons sur différents scénarios comptables, quel qu'il soit, on se rend compte que quand on gagne d'un côté, on perd de l'autre. Généralement, on arrive quand même. C'est pour ça que on n'a pas parlé, on n'a pas dit en introduction, mais la suroptimisation sert assez peu en réalité, puisque vous vous rendez compte qu'on finit toujours à peu près au même endroit. Donc, ça ne vaut pas le coup de dépenser une énergie folle pour récupérer quelques centaines d'euros, parce que le temps que vous y aurez passé, de toute façon, et puis il y a des hypothèses à faire qui se vérifient ou qui ne se vérifient pas plus tard. Donc voilà, il faut faire des choix qui sont aussi des choix de simplicité, qui vous permettent de bien comprendre où vous en êtes. Et c'est ça qui est important, et que vous puissiez les expliquer le jour où vous avez un contrôle. Surtout ça. Exactement. Et donc, on vous parlait d'immobilisation, on vous disait d'immobiliser votre véhicule, mais on va prendre le temps de vous expliquer déjà en quoi consiste une immobilisation. Donc, un bien qui est immobilisable, c'est lorsque c'est un bien qui est détenu par l'entreprise pendant plus d'1 an. Et c'est lorsqu'un bien, il a un prix d'achat qui est supérieur à 500 € hors taxe. Là, on va vous demander de l'immobiliser et de le mettre dans le registre des immobilisations. Donc, par exemple, si on va acheter un ordinateur qui va coûter 1 500 €, c'est du matériel qui doit être immobilisé dans votre activité. Et ce qui est important à savoir, c'est qu'une immobilisation, ça peut être une charge directe. On ne va pas venir déduire les 1 500 € d'un coup sur l'année. Justement, c'est ça le principe de l'immobilisation, c'est qu'on va pouvoir amortir la dépense. Donc, on va pouvoir répartir le coût de la dépense sur plusieurs années. Ça, on va le voir dans la slide d'après. Mais il y a différents types d'immobilisation qui existent. Donc, on a les immobilisations corporelles, donc tout ce qui est tangible, comme l'ordinateur dont je vous parlais. On va voir les immobilisations incorporelles, telles qu'un logiciel, et les immobilisations financières. Donc, c'est tous les biens financiers que vous pouvez acquérir. Et donc, je vous disais que l'immobilisation, ce n'est pas une charge directe parce qu'on va pouvoir répartir son coût sur plusieurs années. Et donc, ça, c'est la durée. Elle va varier selon la nature de l'immobilisation. Donc, il y a des barèmes qui existent. Et donc, en fonction de si vous achetez un ordinateur ou du mobilier, ça peut varier, par exemple, de 3 ans à 8 ans ou parfois c'est 5 ans.
Et donc, pour venir amortir ce coût, il y a deux amortissements qui existent. Donc, on va avoir l'amortissement linéaire. Donc là, on va reprendre l'exemple de l'ordinateur qui coûte 500 €. L'ordinateur, pour rappel, 1500. ça... Pardon? De l'ordinateur qui coûte 1500 €. Oui, pardon, qui coûte 1500 € exactement. Donc, un ordinateur, il faut l'immobiliser sur 3 ans. Et si on choisit l'amortissement linéaire, on va pouvoir donc déduire le même montant chaque année. Et donc, on va pouvoir déduire 500 € chaque année. Par contre, on peut aussi choisir l'amortissement dégressif. Et l'amortissement dégressif, l'objectif, c'est pouvoir déduire beaucoup la première année, de moins en moins année après année. Et donc, par exemple, on reprend pareil l'exemple de l'ordinateur. On va pouvoir déduire 750 € la première année, 500 € la deuxième année et 250 € la troisième année. Donc ça, c'est à vous de voir si vous souhaitez avoir une dépense régulière année après année ou si jamais vous souhaitez la réaliser de manière dégressive. En sachant que souvent, on voit ça comme, on se dit, ah bah chouette, entre guillemets, j'achète à crédit, mais ça a quand même un effet direct, c'est-à-dire que comme vous passez pas en charge les 1500 € dès la première année, mais que c'est réparti sur différentes années, vous allez augmenter vos impôts. C'est-à-dire que la part déductible, finalement, elle est plus faible, et donc vous allez avoir plus d'impôts. Et si votre société, par exemple, là je prends l'exemple de la société, mais ou si vous arrêtez votre activité en année 2, bah, la part déductible qui reste, elle est perdue. Donc en fait, c'est plutôt un avantage pour nos amis du fisc que vraiment pour les entrepreneurs. Mais c'est vrai que ça peut aussi permettre de piloter son résultat pour des très grosses dépenses et c'est ça l'objectif. Par exemple, quand on achète des bureaux, évidemment, on ne va pas tout passer en charge la première année, sinon on aura un résultat négatif quasiment de façon certaine. Et donc des bureaux, ça s'amortit sur 15 ou 20 ans. Donc l'idée, c'est que la durée de l'amortissement dure sur la durée d'utilisation ou d'usage du bien considéré. Donc c'est ça la règle. C'est pour ça qu'effectivement sur le matériel informatique, souvent c'est 3 ans. Voilà, c'est des règles comptables qui sont établies. C'est ça. Et pensez aussi que, et moi c'est ce que j'ai fait cette année, c'est que par exemple je suis acheté mon véhicule professionnel avec la société, donc du coup c'est immobilisé, donc même si je l'ai acheté 10 000 €, je passe pas 10 000 € en charge. Donc ça c'est la première conséquence, comme Charlie l'a dit, c'est important de bien visualiser que ça va pas réduire mon imposition à la fin de l'année. Je vais avoir qu'une petite partie qu'on appelle justement les amortissements. Et par contre, si j'ai d'autres options qui sont de plus en plus développées, c'est par exemple le leasing. Ça veut dire que vous louez votre voiture. Dans ces cas-là, ça va pouvoir être généralement comptabilisé en charge. Et pareil sur le matériel informatique. Moi, je me suis fait voler mon ordinateur, par exemple, à Noël. Du coup, maintenant, j'ai un appareil qui est loué avec une boîte qui se charge de ça. Et donc, du coup, chaque mois, je passe 100% de la charge de mon loyer d'ordinateur, alors que l'année dernière, c'était un montant immobilisé avec un amortissement chaque année. Et donc, c'est vraiment les deux. Et comme tu dis, Charlie, c'est effectivement sur une projection de son activité à moyen long terme versus je passe 100% de mes charges que j'ai ou ben, si je ferme ma boîte l'année prochaine, ben, j'ai plus de charges et du coup, ben, c'est un impact différent sur votre résultat. Et c'est important parce que typiquement, pour prendre l'exemple que tu as évoqué, là, les 10 000 € de voiture, bah, en fait, ça veut dire que l'année prochaine, quand tu démarres ton exercice, tu pars avec moins 1 000 € de résultat fiscal. Donc, il faut aussi le savoir parce que, voilà, entre guillemets, bah, la charge, elle est répartie sur une plus longue période. C'est ce qu'expliquait très bien Méloé. Et donc, il faut le prendre en compte aussi dans vos hypothèses de résultats ensuite pour savoir ce que vous pourrez vous verser ou pas en tant que salaire, par rémunération. Exactement. Et c'est pas un calcul anodin, donc il faut prendre le temps de bien le regarder. Ça a des impacts sur du moyen terme qui peuvent être intéressants ou parfois un peu défavorables. Du coup, Méloé, peut-être qu'on peut avancer, enfin, on continue plutôt sur d'autres charges, les cotisations sociales. Est-ce que tu peux nous donner un peu d'infos? Alors là, c'est pour tout le monde ou non, c'est que quand on est en société, pardon. Alors, les cotisations sociales, en effet, vous allez devoir en payer et généralement, ça va représenter un gros poste de dépenses tous les ans. Et ça, il faut bien les anticiper. Et donc, d'où ça vient les cotisations sociales? Ça vient de l'URSSAF. Il faudrait plutôt dire les URSSAF, réellement. Eux, leur rôle, ça va être de collecter toutes les cotisations et les contributions sociales de l'entreprise, de la société pour la sécurité sociale. Et ils vont aussi lutter contre le travail dissimulé. Donc, tout au long de l'année, vous allez payer différents types de cotisations sociales. Donc, ça va varier en fonction de plusieurs choses. Ça va varier si jamais vous êtes en entreprise individuelle. Si jamais vous êtes en société, ça va varier en fonction de si jamais vous êtes travailleur non salarié
ou salariés. Donc, on ne va pas rentrer vraiment dans tous les détails. Mais ce qui est important de savoir, c'est que parmi ces cotisations sociales, il y a des cotisations qui vont être partiellement déductibles, comme la CSG, ou certaines qui vont être jamais déductibles, comme la CRDS. De toute façon, sur le courrier de l'URSSAF, vous avez l'ensemble des détails. Oui, effectivement, je pense que ça, quand on est freelance, c'est la plus grosse dépense, hein, les cotisations sociales. Donc, c'est important, notamment de bien pouvoir, on parlait tout à l'heure de comptabilité d'engagement pour pouvoir faire correspondre à son revenu la quote-part de charge associée. Une autre façon de le faire, qui est encore plus simple, c'est effectivement d'aller sur le site de l'URSSAF et de moduler en fonction des revenus réellement perçus. Alors, le problème, c'est que si vous le faites à la baisse, il faut être sûr de ce que vous allez toucher parce que sinon, vous risquez des pénalités. Sinon, ce serait trop facile et tout le monde dirait ah, cette année, je pense que je vais me verser un tout petit salaire. Et puis, au final, l'idée, c'est de ne pas avoir des gros décalages ni pour l'URSSAF ni pour vous. Et donc, si vous savez que par contre, vous avez une baisse sensible d'activité, c'était par exemple le cas durant le Covid, beaucoup de personnes ont fait appel à ce service pour dire en fait, mon revenu il est divisé par 2 dans ce que je prévois de toucher cette année, enfin de me verser cette année. Et donc, ça permet automatiquement de recalculer les cotisations sociales. Et vous avez le droit, je crois, à une erreur jusqu'à 10%. C'est le même principe finalement que pour le prélèvement à la source. Pour ceux qui ont un prélèvement à la source directement prélevé sur leur compte bancaire et non pas sur des bulletins de paye, vous pouvez aussi le moduler le taux. Et de la même façon, vous avez une marge d'erreur acceptable qui est de 10%. Donc, il faut bien calculer son coût, mais ça peut vous permettre effectivement dans des années où vous avez eu des gros pics et où vous retombez à un niveau normal ou au contraire, où vous savez que vous avez une mauvaise année, de faire à peu près correspondre vos charges à la rémunération effectivement versée que vous allez toucher. C'est ça. Et pour faire le calcul, je vous ai mis un petit lien de simulateurs. En fait, c'est des simulateurs qui sont développés par l'État, notamment par l'URSSAF, qui sont vraiment très bien faits et qui vous permettent de calculer votre imposition à la fois sur les sociétés, mais aussi les cotisations sociales en fonction de votre statut juridique. Et je vous incite vraiment à moduler. C'est ça qui vous permettra de moduler, comme le dit Charlie, et à faire tout un tas de calculs pour faire en sorte que vous n'ayez plus peur en fait de ces simulations de charges qui étaient un peu décriées pendant très longtemps et qui aujourd'hui fonctionnent quand même beaucoup mieux et qui est beaucoup plus simple à comprendre. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits par l'URSSAF dans ce domaine. Voilà, c'était un point important. Et d'ailleurs, là, dans les dernières évolutions, avant, il fallait effectivement dire combien vous alliez payer de cotisation, donc faire le calcul. Désormais, vous n'avez plus qu'à saisir le montant de la rémunération que vous pensez vous verser. Et l'URSSAF se charge de faire le calcul pour vous et du coup, va adapter la cotisation parce que c'est quand même les mieux placés pour pouvoir savoir ce qu'ils devraient prélever en fonction de ce que vous touchez. Et donc, ils vont ajuster automatiquement vos prélèvements mensuels ou trimestriels en fonction de votre statut. Exactement. Et pour terminer sur ces différentes charges déductibles particulières, on avait aussi des cotisations facultatives. Mais Loé, est-ce que tu peux nous donner des exemples? Et je pense que Charlie aura envie de rebondir sur certaines. Exactement, donc il y a des cotisations facultatives qui vont concerner aussi vos contrats de protection sociale si vous le souhaitez, donc qui vont concerner la partie retraite, prévoyance, santé. Donc en haut, j'ai mis Madelin. Donc Madelin, ça va surtout concerner ceux qui sont en entreprise individuelle ou ceux qui sont en URL, travailleurs non salariés. Et donc ces cotisations, elles sont en partie déductibles sur le revenu professionnel imposable. Et vous avez des plafonds qui vont varier selon le bénéfice et aussi le plafond annuel de la sécurité sociale, généralement qu'on appelle PASS. Donc tout ça, c'est très encadré et vous avez, c'est pour ça qu'on dit que c'est partiellement déductible parce généralement, on dépasse assez rapidement ces plafonds et vous ne pourrez pas passer 100% de ces cotisations facultatives sur votre activité professionnelle. Ouais, peut-être un mot là-dessus. Effectivement, ça, c'est un dispositif qui me semble important. En fonction de votre statut, et notamment, on a parlé des travailleurs non salariés ou des personnes qui sont en entreprise individuelle, vous n'avez pas les droits d'un salarié, vous n'êtes pas assimilé salarié, comme ça peut être le cas d'un président de SASU ou quelqu'un qui sera en portage salarial. Et donc, vous avez le droit de compléter votre protection sociale. Et donc, c'est tout l'intérêt de cette loi, effectivement, Madelin, et des dispositifs qui y sont associés, parce que ça vous permet de déduire du coup fiscalement certains contrats facultatifs, donc que vous faites le choix, donc qui sont non obligatoires, c'est vous qui faites le choix de vous protéger un peu mieux. Donc ça peut concerner des mutuelles, ça peut concerner effectivement la prévoyance. Donc la prévoyance, c'est ce qui vous protège si vous faites renverser par un bus demain ou que vous avez une invalidité, par exemple. Donc on parle quand même de sujets assez sérieux et importants, ou des compléments de retraite. Donc ça, c'est vraiment un sujet si vous êtes dans ces statuts entreprises individuelles et travailleurs non salariés, donc en EURL, qu'il faut regarder de près
parce que cette déductibilité, elle est importante. Elle doit vous permettre de mieux vous couvrir. Et l'État ne fait pas de cadeaux juste pour faire des cadeaux. Ils le font parce que justement, la sécurité sociale n'est pas très opérante pour ces statuts-là. Vous n'êtes pas protégé comme un salarié. Enfin, le cas de la prévoyance, il est vraiment flagrant. Quand vous êtes salarié, vous touchez une rente de la sécurité sociale. Quand vous êtes en travaillant non salarié, vous touchez très, très, très peu. Et donc, ça ne suffit en tout cas clairement pas à vivre. Et donc, vous pouvez vite vous trouver dans une forme de précarité. Donc, pour l'éviter, vraiment, prenez... moi, je vous invite vraiment à regarder des contrats d'assurance. Donc, il reste des contrats d'assurance privés. Ce n'est pas comme la sécurité sociale quand même, mais qui sont déductibles partiellement. Et c'est bien l'esprit de la loi, justement, c'est de pouvoir se surprotéger pour arriver à un niveau de protection qui est suffisant, même dans des statuts où il y a moins de cotisations obligatoires. Exactement, pardon, j'arrivais pas à débrancher mon micro. Mais effectivement, intéressez-vous beaucoup à ça, notamment si vous poursuivez sur du moyen long terme, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un petit pépin, même pendant un petit temps simplement, et ça vous permet de pallier. Si on passe maintenant sur les charges non déductibles, donc là, en fait, il faut imaginer simplement une croix, c'est-à-dire je ne peux pas passer ces éléments-là en charge ou alors sous des conditions assez strictes. On en a déjà parlé pour certaines. C'est ça, exactement. On a déjà vu une bonne partie d'entre elles. Malheureusement, toutes les charges ne peuvent pas être intégrées dans votre comptabilité. Donc, le premier exemple, ça va être la part de capital d'un emprunt que vous allez contracter. Ensuite, il y a la part somptuaire d'un véhicule de tourisme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que lorsque vous achetez une voiture, ou par exemple, si vous achetez la dernière Mercedes, vous ne pourrez pas déduire 100% du montant du véhicule dans votre comptabilité. Il y a des barèmes et des plafonds maximales. Oula. Voilà, il y a des plafonds à respecter, donc vous ne pourrez pas déduire tout le montant au-dessus de ce plafond, et c'est ce qui s'appelle la part somptuaire d'un véhicule de tourisme. Ensuite, il y a les frais de véhicule quand on est au barème kilométrique, donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Si vous choisissez le barème kilométrique, pour rappel, ce dernier, il est basé sur le nombre de kilomètres parcourus, et on va venir vous indemniser selon les kilomètres que vous avez déclarés. Et donc, dans ce barème est censé compenser toutes les dépenses quotidiennes que vous allez avoir pour votre véhicule. Et donc, vous ne pourrez pas avoir le barème kilométrique et en plus déduire à côté toutes vos dépenses quotidiennes. Sinon, comme on l'a vu, ça fait une double déduction des charges concernant votre voiture. C'est ça. Donc ça, on en a... C'est des... Tu voulais rajouter quelque chose peut-être, Méloé, mais ça, c'est des choses dont on vous a déjà un peu parlé, notamment les contraventions, etc., ou les amendes. Et puis les impôts. On ne peut pas déduire les impôts des impôts. C'est ça. Voilà, c'est ça. Ce serait trop facile. Mais voilà, après, on a tout vu. Maintenant, on va essayer de vous donner quelques astuces et de vous parler de quelques charges dont on n'a pas forcément abordé, jusqu'à maintenant et que vous pouvez déduire. On va commencer par une déduction sur la tenue de la comptabilité. Ça, Méloé, je pense que tu es bien placé pour nous en parler. Exactement, donc c'est lorsque vous faites moins de 77 700 € de chiffre d'affaires annuel, que vous avez votre entreprise individuelle au réel, vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt qui peut aller jusqu'à 915 €. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous vos frais concernant votre comptabilité, vous pourrez enlever donc 915 €. Normalement, c'est les 2/3. Mais si jamais, par exemple, vous payez un comptable, plus à côté, vous avez un logiciel, plus vous avez une AGA, vous allez avoir beaucoup de frais. Et donc, vous allez pouvoir venir diminuer ces coûts de comptabilité. Et donc, en moyenne, donc 2/3 de vos frais seront soustraits et donc vous aurez une réduction là-dessus d'impôt. Donc par exemple, si jamais un abonnement, vous payez un abonnement 24 € pour votre comptabilité, on va sur votre comptabilité intégrer seulement 8 € de dépenses et après vous avez 16 € qui viendront directement en réduction d'impôt et comme on l'a vu, ça peut aller jusqu'à 915 € si jamais vous avez beaucoup de frais de comptabilité. Donc dedans, il y a vos cotisations AGA, vos cotisations INDI, vos cotisations expert comptable, voilà, tout ce qui concerne la comptabilité. Vous pouvez aussi faire passer votre loyer personnel en charge. Alors ça, il faut respecter plusieurs conditions pour que ça soit possible. Il faut déjà que vous exerciez votre activité à votre domicile pour pouvoir passer justement cette charge
en professionnel. Donc, il faut justifier l'exercice d'une partie de votre activité à domicile. Donc, ça, il faut bien le déclarer. Il faut que vous soyez locataire. Il faut que vous ayez une pièce qui soit réservée à votre activité. Ou sinon que vous soyez capable de délimiter l'espace professionnel pour pouvoir faire le calcul et le prorata par rapport au loyer que vous payez tous les mois. Après, vous pouvez aussi déduire quand vous êtes propriétaire, mais vous devez déclarer ce revenu à titre locatif, à titre personnel. Et donc, souvent, c'est moins rentable que lorsque vous êtes locataire. Oui, parce que là, du coup, vous devez payer des impôts fonciers. C'est considéré comme des revenus fonciers. Alors que sinon, quand vous êtes locataire, c'est considéré comme des frais, un remboursement de frais. Peut-être aussi une précision là-dessus. Dans la quote-part que vous avez calculée, il faut prendre en compte évidemment la pièce dans laquelle vous travaillez en surface pour calculer le pourcentage que vous pouvez passer, plus potentiellement un pourcentage des pièces de vie si vous êtes amené à les utiliser, typiquement voilà, la cuisine si vous déjeunez chez vous. Tout ça, faut vraiment que ce soit juste logique en fait pour être parfaitement explicite le jour où vous devez justement expliquer vos choix de gestion. Ce qui est important aussi, c'est de savoir qu'à partir de 30%, l'administration fiscale peut visiter les locaux. En dessous, ils ne le font pas systématiquement, mais au-dessus, ils le feront. Donc ça, si vous passez plus de... Ah, ça, à partir de 30%. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui passent 27, 28, 29, mais 30 pas, parce qu'effectivement, sinon, il y a une visite qui est automatique pour vérifier qu'effectivement, vous n'êtes pas au-delà du seuil. Donc sur des petites surfaces, il faut le savoir. C'est ça, il faut que ça reste cohérent, sans vouloir répéter ce que tu as dit Charlie, c'est effectivement ça, il faut que ça reste cohérent et pas que chaque mois la charge augmente ou diminue le mois d'après. Il faut qu'il y ait un modèle de calcul de base et ensuite vous faites passer cette charge-là de façon régulière chaque mois et ça se passera bien si elle correspond à ces critères. Et quand vous êtes propriétaire, vous avez même une convention d'occupation à signer. Donc, vous devez avoir un bail, vous devez faire des quittances de loyer. Enfin, il y a un petit peu d'administratif de façon à justement prouver la réalité de la charge aussi pour votre structure. D'ailleurs, alors, je vois qu'il y a une question là-dessus. Alors, moi, je n'ai pas forcément la réponse. Peut-être que toi, Méloé, tu l'as. Il y a une question de Sophie qui nous demande s'il faut habiter en France pour faire passer son loyer en charge déductible. Alors, je ne suis pas sûre à 100% de la réponse, donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Je vais vous envoyer un article à ce sujet pour voir jamais ça vous aide. Moi, ce que j'ai comme information, c'est qu'il faut que l'adresse de votre domicile soit l'adresse du siège social de votre activité. Généralement, c'est mieux accepté par l'administration fiscale. Alors après, si jamais c'est à l'étranger, je ne suis pas sûre. Après, il faut voir c'est où vous payez vos impôts et où vous êtes installé. Mais si vous êtes installé à l'étranger et que vous déduisez en France, potentiellement, effectivement, ça peut questionner. Exactement, c'est exactement ce que je me dis aussi, c'est dans la logique. Ça peut questionner, notamment parce qu'il y avait des questions de personnes qui veulent à la base faire passer des Airbnb qui sont digital nomades. Ça, pareil, c'est pas possible dans l'idée. Sinon, moi, je me louerais une villa en Martinique et puis je travaillerais à l'année de là-bas et je ferais passer ça parce que c'est mon lieu où je travaille et 100% du logement peut être utilisé pour ça. C'est pas acceptable. Donc, je pense que c'est plutôt non, Sophie, mais à se rapprocher auprès d'un expert comptable ou d'une source fiable, en tout cas. On avait, pour essayer de garder le timing, Méloé et Charlie, un autre point sur la réduction d'impôts pour dons et mécénat. Alors ça, c'est peut-être plus en fin d'année qu'on peut optimiser ce genre de choses si on souhaite un peu réduire son imposition sur la société et faire des dons à des œuvres. On vous encourage à le faire, mais donc vous avez une partie, c'est ça qui est déductible? C'est ça. C'est jusqu'à 60% du montant. C'est ça. Dans la double limite de 20 000 euros et de 5% du chiffre d'affaires. Non, pardon, c'est pas double limite, c'est justement l'une ou l'autre. Donc, si ça fait plus de 5% de votre SAV, vous pouvez quand même aller jusqu'à 20 000 euros. Et par contre, évidemment, vous ne pouvez pas la déduire à la fois sur le côté pro et sur le côté perso. C'est qui a souscrit le don a le droit de bénéficier de cette déduction-là. Donc là, typiquement, c'est un don, ce montant-là, c'est un don effectivement professionnel ou un mécénat professionnel. Donc, ça peut être intéressant, effectivement. Ça permet de réduire son impôt tout en faisant un geste en faveur. Voilà. Souvent, c'est des associations à intérêt général ou ce genre de choses qui proposent cette déductibilité. N'oubliez pas de demander bien, il y a un CERFA, donc un formulaire qui permet d'avoir la déductibilité. Pareil, ce n'est pas quelque chose qu'on invente parce qu'on a fait un don. De la même façon que vous faites un don personnel, il vous faut un reçu de façon à le déduire ensuite. Exactement. Et donc, pour essayer de continuer un peu, vous expliquer, pardon.
centrer aussi sur le sujet et se dire, bah voilà, Méloé, elle est là aujourd'hui pour nous présenter un outil qui vous permet aussi de vous accompagner parce que parfois les règles sont denses, complexes et que c'est important de pouvoir être bien équipé quand on développe son activité en tant qu'indépendant. Méloé voulait vous présenter aussi un petit peu les éléments importants qui font qu'Indy intéresse les freelances aujourd'hui. Méloé, je te laisse la parole pour présenter. Je pense que tu seras la plus à même de le faire. Merci Bruno. En effet, dans les astuces, j'ai glissé Indy parce que ça permet vraiment de faire sa comptabilité en autonomie très facilement et sans aucune connaissance comptable. Alors, comment la solution fonctionne? Alors déjà, Indy est synchronisé à votre compte bancaire professionnel ou votre compte bancaire dédié à votre activité. Donc, cela va faire que tous les jours, on va venir synchroniser l'ensemble de vos dépenses et de vos recettes. Ces recettes et ces dépenses, on va venir les reconnaître et donc les catégoriser dans les bons comptes comptables et voir si jamais c'est une dépense déductible ou non, parce qu'on a l'habitude justement d'avoir ces opérations qui reviennent régulièrement. Et très facilement, vous pourrez regarder notre plan comptable, voir si jamais cette dépense est déductible ou non. Et donc, tous les exemples qu'on a pu vous montrer en amont, vous n'avez même pas besoin presque de retenir ce webinaire, ça se fera tout seul. Et à la fin, donc, on va faire, certes, tout au long de l'année, la tenue de comptabilité, mais on va aller un peu plus loin parce qu'on va aller générer l'ensemble des déclarations fiscales qu'on peut vous demander, donc que vous soyez en entreprise individuelle, que vous soyez en société, en SASU, en URL. Les déclarations, elles sont pré-remplies sur Indy et vous aurez simplement en fin d'année à répondre à une quinzaine de questions où vous serez guidé et on va ainsi envoyer l'ensemble des déclarations fiscales. Et si vous avez une question, il y a mes super collègues qui sont là pour vous épauler et vous répondre en quelques minutes. Oui, c'est ce qu'on disait. Enfin, nous, on vous encourage. Voilà, on est effectivement partenaire d'Indy. C'est un partenariat, je le dis, c'est important, qui est désintéressé. Bigger ne touche rien Et par contre, on a un deal dont on vous fait bénéficier. Donc, vous avez une promotion puisque vous avez 4 mois offerts sur votre abonnement. C'est vrai que je le disais, c'était une boutade, mais c'est quand même la réalité. Moi, j'ai commencé à faire ma comptabilité tout seul. C'est quand même un sujet d'expert qui est complexe. Et si justement vous voulez un petit peu optimiser ou en tout cas vous poser les bonnes questions, c'est important d'être accompagné parce que l'effort à faire pour monter en connaissance sur des sujets qui en plus sont tout le temps mouvants puisque ça change sans arrêt est très important. Donc c'est important d'avoir un partenaire qui vous aide sur ces sujets-là. Et effectivement, en plus, la solution d'Indy, pour l'avoir testée, est quand même assez canon parce que tout est automatisé, c'est très agréable. Et donc voilà, nous on vous conseille pour aussi vous libérer cette charge mentale-là et vous concentrer sur votre activité, de en tout cas faire appel à une offre de service assez complète sur ce sujet. Merci Charlie. Et donc, grâce à ce super partenariat, nous, on vous offre 4 mois sur votre abonnement, c'est sans engagement. Et en ce moment, on reprend toute l'année 2022 pour ceux qui sont en retard pour la clôture fiscale avant mai. Donc, profitez-en pour pouvoir clôturer votre année 2022 gratuitement. Pour rebondir là-dessus, on va vous faire un dernier petit sondage. Pardon, Charlie, je t'ai coupé parce que je voulais, en attendant que Paola le lance et qu'ensuite on commente, je voulais vous donner une autre astuce qui me vient en tête d'un coup comme ça. C'est le fait que vous pouvez aussi, en société, demander des chèques vacances et les faire passer en charge. Il y a une limite et il y a un plafond. Mais je sais que je crois sans me tromper que c'était 460, que c'est 400 ou 360 euros par an. Non, c'est 400, un peu plus de 450. Ouais, c'est ça. Et intéressant, notamment parce qu'en fait, la SNCF et oui, SNCF a depuis peu donné la possibilité d'utiliser ces chèques vacances directement en ligne quand vous achetez votre billet avec des chèques vacances dématérialisés. Et à titre perso, je l'ai utilisé le week-end dernier pour m'acheter pas mal de billets de train. C'est top. Voilà, c'est un exemple très concret de charge que vous pouvez passer assez facilement et qui peut vous servir dans votre quotidien ensuite derrière. Et il y a aussi le chèque emploi service, mais il faut Exactement. un salarié. Mais c'est ça. Il y a d'autres choses qui sont possibles avec un salarié. Chèque emploi service universel, 1 830 euros que vous pouvez déduire. Femme de ménage, pour apprendre des langues, enfin tout ce qui est à domicile. Et puis également, ce qui est intéressant quand on a un salarié, c'est le plan d'épargne d'entreprise, puisque les dirigeants salariés et non salariés y ont droit sous réserve qu'ils aient un salarié. Bon, voilà, mais là, il faut avoir un salarié, donc on sort un peu du cadre du freelance. Mais si un jour vous avez un salarié, il y a d'autres dispositifs qui vous permettent effectivement aussi de bénéficier
Et donc là, on a lancé un dernier sondage et donc on a 67% aujourd'hui des personnes connectées qui nous disent être à la recherche d'une solution comptable. Donc ça vous aura en tout cas permis aussi d'apprendre un petit peu à découvrir Indy de façon rapide et pourquoi pas de le tester grâce à cette promotion, ce deal qu'on a voilà, créé grâce à ce partenariat. Et puis sinon, on a donc 11% qui utilisent déjà une solution similaire, 11% qui a un expert comptable et 11%, donc une personne qui gère sa comptabilité seule. C'est ça. Et du coup, on peut vous laisser. L'idée, c'était de vous donner la parole pour les 2 petites dernières minutes qu'on peut consacrer tous ensemble encore. Je sais pas, est-ce que. Alors, j'ai vu tout à l'heure, on a répondu il y avait une question de Kevin, mais sur les immobilisations, on y a répondu. J'ai Messilia, n'ayant pas pu assister au début du webinaire, est-ce possible d'avoir un replay? Oui, bien évidemment, c'est possible. Donc, tu vas recevoir un lien tout à l'heure qui va te permettre de pouvoir revisionner le webinaire. Et on va vous transmettre également les slides, donc pas d'inquiétude. Et on avait une question de Sophie tout à l'heure sur les immobilisations, mais je pense qu'on y a répondu aussi. Elle nous demandait qu'est-ce qu'était qu'une immobilisation. Mais je pense que on a donné une réponse assez simple et claire. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions qui vous viennent après l'événement. Vous avez une adresse email sur laquelle vous pouvez contacter Bigger. On vous encourage aussi à suivre Bigger sur les réseaux sociaux à l'avenir. C'est ça qui vous permettra aussi de pouvoir être au courant des différents événements et futurs événements qu'on va pouvoir lancer. Alors, on a une question de Natacha que je vais vous afficher. Est-il possible de déduire des dépenses de loisirs qui participent à notre formation professionnelle en tant qu'indépendant? Je serai traductrice et je pense notamment aux livres. Mais est-ce que tu as envie ou Charlie d'y répondre? Alors, si c'est des livres, pas uniquement un roman en anglais, par exemple, si vous êtes traductrice dans cette langue, mais par contre, si, par exemple, j'en sais rien, c'est un livre lié à la grammaire anglaise ou ce genre de choses, oui, bien sûr, c'est déductible. Donc, en fait, là encore, tout dépend de la nature du livre que vous achetez. Un roman, voilà, voilà, c'est pas forcément possible de le faire. Enfin, faudra pouvoir bien le justifier en cas de contrôle. Mais effectivement, tout ce qui est manuel scolaire, tout ce qui est préceptes de traduction, tout ce qui est évidemment, ça c'est bien sûr déductible. Parce que ça va dans le cadre direct de votre activité, vous en avez besoin pour pouvoir vous tenir à jour. C'est de la veille finalement, et donc bien sûr, ça c'est possible de le déduire. Exactement. Moi, je vous encourage par contre à garder toujours les justificatifs, à ne pas, revendre les livres systématiquement derrière. Enfin, en tout cas, en fait, il faut aussi justifier de la possession de cet ouvrage qui vous aide dans votre quotidien et de votre activité. D'ailleurs, ça, c'est une chose qu'on n'a pas forcément évoquée pour les immobilisations, mais un bien immobilisé ne peut pas être vendu comme ça. Il y a tout un process parce que justement, vous n'avez pas complètement déduit la charge. Et donc, sinon, ce serait trop facile. Et donc, effectivement, il y a des processus qui existent là-dessus. C'est là aussi où, encore une fois, d'être accompagné, ça peut être intéressant parce que c'est des sujets qui sont complexes. Exactement. On avait une autre question de Massilia, du coup, dans le chat. Y a-t-il une formation spécifique pour les néo-diplômés qui n'ont pas de connaissances en compta pour utiliser Indy? Alors, je pense qu'à mon avis, il y a pas mal de tutos sur Indy, mais Loé, tu vas pas me faire mentir, je pense. C'est ça, tu as raison, Bruno. Tous ceux donc, qui sont jeunes créateurs de sociétés ou d'entreprises, vous avez bien sûr un onboarding dédié. Et si vous souhaitez, vous pouvez même prendre rendez-vous avec mes collègues pour avoir un entretien individuel et poser toutes vos questions et avoir vraiment un temps dédié pour être sûr d'avoir tous les outils pour bien gérer votre comptabilité. C'est ça. Et à mon avis, ensuite, vous avez une petite bible au quotidien que vous pouvez questionner si besoin. On va vous remercier. Merci Méloé d'avoir été avec nous. Merci Charlie. Merci à vous. Merci Paola et Karine, toujours en backstage, qui nous aident à l'organisation de l'événement. On espère vous retrouver vite pour le prochain sujet qu'on abordera tous ensemble. Donc inscrivez-vous, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et à très bientôt tout le monde. Et merci Méloé d'être venu aujourd'hui. Merci à vous tous. Très bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde.